Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio. Ravi de vous accueillir pour cet épisode un petit peu particulier où on va réussir à parler de plein de choses. Enfin, le football international a repris, enfin le football de club a repris après cette trêve internationale, la dernière avant le mois de mars. Et donc enfin, on va pouvoir reparler de notre passion à tous, le football de très haut niveau de club. Donc voilà, vraiment ça a été très très long cette interlude internationale. Donc voilà, mais bon, ça a repris sur les chapeaux de roue. Il y avait des beaux matchs ce week-end. Donc on va pouvoir en parler un petit peu. Alors j'ai choisi 3 sujets comme d'habitude. Donc la crise à City, je pense que effectivement j'ai appelé ça Man Crazy et pas Man City. Je pense que effectivement on peut parler de crise. On va en discuter un petit peu et puis on va essayer d'analyser le pourquoi du comment. Merci Rodrigo ensuite. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que la très grave blessure de Rodrigo a simplifié les choses pour Carlo Ancelotti et on va en discuter aussi. Et enfin, on a eu le droit ce week-end à un affreux, horrible, terrifiant Milan-Juve, alors que ça devait être le sommet du championnat que je décrivais comme étant le plus intéressant et le plus compétitif du monde. La semaine suivante, eh bien, on a eu un des pires matchs que j'ai vus depuis le début de saison, donc j'ai envie d'en parler. Et puis, le résultat a hypothéqué très 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 sérieusement les chances du Milan pour la Ligue des Champions, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, écoutez, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez tout à fait vous exprimer dans les commentaires avec grand plaisir, faut pas hésiter, et on divaguera, on digressera, bien entendu, sans aucun souci. Donc effectivement, on va commencer par Manchester City. Le match de reprise Manchester City-Tottenham ressemblait à un traquenard pour Manchester City après 4 défaites d'affilée. Pré-compétition internationale, et en l'occurrence on sait que les clubs où il y a énormément d'internationaux sont très souvent victimes de baisse de régime après la trêve internationale, parce que ils ont énormément de joueurs qui sont partis à l'autre bout du monde défendre leur maillot national. Souvent ils ont des blessés. Et c'est vrai que Manchester City a beaucoup plus de cadres d'équipe nationale que Tottenham. Tottenham n'est pas une petite équipe, donc ça aurait pu leur arriver aussi. Mais on va dire que Manchester City, à la différence de Tottenham, c'est que quasi tous les joueurs de Manchester City sont des cadres, des titulaires indéboulonnables dans leur sélection, ce qui fait que en plus bien sûr de la fatigue physique, ce sont des joueurs qui ont aussi une fatigue mentale, morale bien supérieure et nerveuse bien supérieure à la moyenne, parce que il y a énormément de pression dans les sélections nationales, et ceux vers lesquels on se dirige et on se retourne lorsque ça fonctionne moins bien, c'est les cadres forcément. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour tous les joueurs de Manchester City, parce que effectivement Bernardo Silva est un cadre, Haaland est un cadre, Ruben Dias est un cadre, et je pourrais continuer à les citer. Ce sont tous des joueurs qui sont ultra majeurs. Plus, vous rajoutez à ça la cascade de blessures absolument incroyable que Manchester City a. Alors c'est pas le seul club dans ce genre-là, on va en parler juste après, d'un autre club qui a une cascade de blessures impressionnante, en l'occurrence le Real Madrid. Néanmoins, quand même, c'est compliqué. C'est très compliqué. OJCRM qui nous dit, vu le résumé du match, vu qu'il y avait Lens-Marseille en même temps, match cata de City, et dimanche, il y a un certain Liverpool-City qui pourrait mettre City à 11 points de Liverpool. Ouais, effectivement, ça peut être vraiment... alors, soit on va dire, l'orgueil du champion, et ils se remettent dans le bain, et ils reviennent, ils recollent un petit peu, ça c'est possible. Ou alors, effectivement, là, ils se font définitivement plier, et je pense que c'est annus horribilis pour Manchester City. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce qui n'allait pas, là, Déjà, on ne peut pas éviter le sujet Rodri au milieu du terrain. C'est impossible de ne pas parler de Rodri quand tu parles d'une équipe qui n'a jamais fait ce type de prestation, qui n'a pas perdu par plus de 3 buts d'écart depuis jamais, d'ailleurs, je crois, enfin...
depuis que Pep Guardiola est sur le banc, qui n'avait pas perdu à la maison depuis 2 ans, il me semble. Un entraîneur qui n'a jamais perdu plus de 3 matchs d'affilée, ça n'est jamais arrivé, on en est à 5. Donc voilà. Donc oui, effectivement, il y a des signaux qui ne trompent pas. Et quand on regardait, moi je regardais le match, bien sûr, pour pouvoir en discuter ce soir, et en l'occurrence, aucun mouvement au milieu, aucune prise d'initiative, que des gens qui se regardent un petit peu, beaucoup moins de mouvements que d'habitude, alors que d'habitude ça tourne énormément autour du porteur du ballon. Là, je trouve que c'est très statique, et surtout, il n'y a aucun joueur qui prend les intervalles, qui va dans les demi-espaces, les half space, comme on dit dans le milieu footballistique, et surtout qui tente des passes compliquées qui vont être justement dans ces interlignes. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Alors ça a fait on va dire le stéréotype de Manchester City de ces dernières années, quand ça bloquait un petit peu en Ligue des Champions, c'est que en fait c'est de la baballe, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, mais sans jamais vraiment réussir à créer du décalage. En plus, les ailiers un peu de débordement, un peu foufou, que sont Doku par exemple, en tous les cas qu'est Doku tout simplement, n'est pas là parce que blessé. Voilà, c'est assez compliqué. Ils ont des joueurs mais qui sont moins incisifs. Bien sûr, Rodri, c'est lui qui donne le tempo au milieu du terrain, qui fait bouger les gens, qui redistribue tout le monde, qui va chercher les passes justement dans ses interlignes, etc. Et là, il n'y a pas. Ce qui fait que c'est très stérile. Et je pense que je suis pas en train de dire que Guardiola sans Rodri, il est rien. Mais n'empêche que il faut quand même se dire que Rodri, c'est quand même le dépositaire du jeu du milieu de terrain de Manchester City, et on le dit ici dans Buenos Aires Calcio depuis de nombreuses années maintenant. En fait, sans milieu de terrain, impossible d'aller loin en Ligue des Champions, aller loin dans les très grosses compétitions comme la Première Ligue. Donc voilà, c'est pas les attaquants qui te font gagner des championnats ou des titres, c'est vraiment les milieux de terrain. On va faire un petit tour dans les commentaires. Merci les anti-Rodri, ils doivent enfin comprendre que Rodri est un super joueur, on le voit avec City sans lui. Moi je le dis, Guardiola sans Rodri n'est rien. Écoute, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre dans la carrière de Guardiola, c'est que chance ou pas chance, quelle est sa part dans le développement des joueurs, etc. Une chose est sûre, c'est qu'il a toujours eu des équipes d'excellent niveau, et au milieu de terrain, il a toujours eu des joueurs absolument stratosphériques, que ce soit donc au Barça, que ce soit au Bayern ou que ce soit à Manchester City. Il a toujours eu des milieux de terrain extraordinaires. Et Rodri a été le catalyseur de ça à Manchester City. D'ailleurs, on se souvient toujours de la finale de Ligue des Champions contre Chelsea, où il décide de pas l'aligner. Et c'est le seul match en Ligue des Champions qui perd de la saison. C'est la finale. Et tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il l'aligne pas. Et c'est clair que la deuxième finale de Ligue des Champions qu'ils font, il est aligné et c'est lui qui marque le but. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de hasard. Je pense effectivement que ce Manchester City, encore plus cette année et l'année dernière, parce que De Bruyne est complètement le frère de De Bruyne, ce qui fait que c'est compliqué, quoi. Oui, OJCRM est d'accord avec moi. Et il faut aussi parler du cyborg qui ne marque plus, étant orphelin de Kevin De Bruyne, il est inexistant sur le terrain. Effectivement, encore une fois, moi je l'ai déjà dit ici, c'est le meilleur finisseur du monde, Erling Haaland, ça y a pas photo. Mais c'est un finisseur. C'est-à-dire que sans milieu de terrain extraordinaire comme ils ont, ou des ailiers de débordement qui sont mis dans les bonnes dispositions par ces fameux milieux de terrain, en fait, il n'y a rien pour Erling Haaland. C'est pas du tout le type de joueur qui va se créer des occasions, qui va participer au jeu, etc. Même s'il a un peu progressé là-dessus. Il se passe rien. Et Kevin De Bruyne, quand tu le vois jouer, ça fait pitié, honnêtement. Ça fait pitié. Attention, j'adore Kevin De Bruyne. Mais quand tu le vois jouer, tu remarques qu'il y a un vrai problème de niveau. Alors, est-ce que c'est toujours un peu les ressentis de ces 2 blessures d'affilée et qu'il a du mal à revenir de ça, le fait qu'il a, pendant sa longue blessure là au biceps fémoral, je crois, il a fait beaucoup de musculation du haut du corps
et ça, on l'a déjà dit ici, ça modifie ton jeu, que tu le veuilles ou non, Mbappé, mais pas que, hein, y a plein de joueurs qui se développent trop musculairement et qui tout d'un coup perdent leur jeu. Donc voilà, et c'est ce qu'on disait sur Lamine Yamal. Moi, j'espère sincèrement que Lamine Yamal ne se développe pas trop, parce que il va perdre cette élasticité, cette souplesse, ces accélérations. Il n'a pas des accélérations tonitruantes, Lamine Yamal. En revanche, il a des changements de direction qui sont impressionnants, et c'est permis par cette légèreté musculaire, en fait, et cette tonicité musculaire que tu perds quand tu fais de la muscu. Donc, très clairement. Il y a aussi un joueur dont on parle peu à City, mais qui était très important et qui joue. Mais je crois que c'est son frère qui joue à sa place, Bernardo Silva, absolument. Effectivement, Bernardo Silva, je trouve que, moi, à un moment donné, je disais que c'était le meilleur joueur du monde. Il y a 2-3 saisons, je ne sais pas si vous vous souvenez. Excusez-moi, je bois un petit peu, parce que j'ai la bouche sèche. Donc oui, il y a 2-3 saisons, je vous disais que c'était le meilleur joueur du monde. Effectivement, je pense qu'à l'époque, j'avais raison. Ça ne change pas que son jeu s'est stéréotypé au contact de Guardiola. Il est enfermé dans un espèce de système où en fait il fait toujours les mêmes déplacements, toujours les mêmes mouvements, et où l'essentiel de son énergie, et comme il commence à vieillir, il en a pas il a pas un stock infini d'énergie, est essentiellement consacré au harcèlement, à la perte de balles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais probablement Bernardo Silva, c'est celui qui fait le meilleur pressing à Manchester City. Et le gros souci, c'est que maintenant, il a encore la caisse, et encore, pour aller presser, aller harceler, etc. Mais il a plus, quand il a la balle, la caisse pour faire des différences. Il fait quasi plus de différence en 1 contre 1, alors que, justement, lui, encore une fois, il était un petit peu dans la même veine que Lamine Yamal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très léger, qui arrivait à changer de direction facilement, justement, parce qu'il avait ce physique un peu fluide, en fait. Donc voilà. Et là, maintenant, en fait, alors il a toujours ce physique, ça n'a pas changé, mais ça change pas que, malheureusement, en revanche, il n'arrive plus à faire des différences. Donc voilà, c'est compliqué pour Bernardo Silva, je suis d'accord avec toi. Et surtout, regardez autour du porteur du ballon. D'habitude, à Manchester City, il y a au moins 3-4 joueurs qui tournent et qui font des appels, des contre-appels, etc. Et ben là, il n'y a plus. Tout le monde est arrêté. Comme si... Et là, je vais dans la deuxième partie de mon analyse. J'ai l'impression que Guardiola, déjà, il est plus vraiment combatif. Il s'en fout un petit peu, même en conférence de presse. Il s'en fout. On dirait qu'il termine son bail, là, à Manchester City, et il se barre. Je pense... Je vais aller un petit peu loin, mais essayons de nous projeter. Je pense que Guardiola avait dit que si Manchester City avait menti sur le fair play financier et les sanctions, il s'en irait. Il resterait pas parce qu'il supporterait pas, alors qu'on lui avait assuré que Manchester City n'avait rien fait de mal concernant le fair play financier, les règles, etc. Il ne supporterait pas qu'on lui ait menti, vu qu'il a posé la question en disant est-ce qu'on a enfreint les règles ou pas, et ils lui ont dit jamais de la vie, on n'a jamais enfreint les règles. Donc laissez-moi doucement rire quand il y a quand même 115 ou 118 infractions supposées au fair play financier anglais qui ont été relevées. Honnêtement, ça m'étonnerait que tu t'en sortes sur les 118. C'est quasi impossible. On n'aurait pas relevé 118 infractions s'il n'y avait aucune infraction. Tu peux en relever une ou deux, être sous investigation, et puis que finalement, à la fin, ils disent « Bah non, écoute, désolé, c'est vrai, on s'est trompé, c'était litigieux, mais en fait, ça va. » Pas 118. 118, tu vas prendre. Tout le monde est d'accord, enfin, je sais pas, peut-être il y a des gens qui comprennent pas encore que Manchester City va prendre très très cher. Plus de 80 points de suspension, d'après ce qu'on dit, une rétrogradation en Championship, voire même en 3e division, et probablement la perte de 1 ou 2 titres qui ont été entachés. Le résultat aurait été entaché par justement ces infractions au fair play financier, vu qu'ils auraient pu acheter des joueurs qui n'auraient pas dû être dans l'effectif de Manchester City, et donc la Premier League va probablement leur retirer 2 titres de champion. Donc, alors, il faut savoir que c'est la période très antérieure, hein. C'est 2016-2018, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas les 4 derniers titres, là, par exemple, qu'ils ont gagnés post-Covid. Pas du tout. C'est vraiment avant le Covid. Et je pense que Guardiola a eu... ils ont déjà la réponse, je pense, Manchester City. Ils savent que c'est fini et que, malheureusement, ils vont être au purgatoire pendant 2-3 ans.
Alors, avec les revenus qu'ils ont, la fanbase qu'ils ont réussi à se constituer, avec les actifs qu'ils ont, etc. Alors après, je sais pas à hauteur de combien ils vont être sanctionnés, mais de toute façon, ils reviendront en 2 ou 3 ans en Première Ligue. Et peut-être que si Abu Dhabi décide de continuer cette espèce de continuer son espèce d'outil marketing sur Abu Dhabi, s'il estime que le fait d'avoir triché, d'avoir été relégué n'est pas trop néfaste pour l'image d'Abu Dhabi, bah ils continueront et puis ils reviendront probablement au top au bout de 2-3 saisons en Première Ligue. Donc ça, je m'en fais pas vraiment sur le fait que Manchester City, probablement, si Abu Dhabi reste, reviendra au sommet de la Première Ligue. Le truc, c'est qu'ils auront perdu Guardiola. Ils ont perdu Tixi Berenguer-Stein qui s'en va, là. Et en l'occurrence, ils auront perdu 2 titres. Ils auront été rétrogradés. Je ne sais pas dans quelle mesure Manchester City pourra retrouver un jour une domination à ce point-là. Voilà, on verra. Et j'ai l'impression, en fait, que Guardiola a déjà la nouvelle, lui. Il sait déjà quelles sont les sanctions contre Manchester City. Donc voilà. Donc je ne sais... J'ai l'impression, en fait, son attitude me laisse pantois et me dit bah il termine son contrat mais il en a rien à foutre. Donc voilà. Ça se voit en fait, les joueurs n'ont plus peur, il est plus aussi animé sur le terrain, bref, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas voilà. Quand je vois ce City-là, je dis merci City pour Palmer, car dans ce City-là, il ferait pas tâche et de loin Palmer. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr que Palmer, il ferait vraiment du bien à City en ce moment. Moi, pas d'accord, ça parle de le prolonger. Sur Guardiola, ouais, je suis pas sûr. Et en fait, ils disent que en gros, au mois de novembre, si il n'a pas prolongé, parce qu'il a toujours prolongé au mois de novembre, Guardiola, depuis qu'il est à City. Si au mois de novembre, fin novembre ou fin décembre, là, il n'a pas prolongé, c'est qu'il s'en va et que ça sent très mauvais pour Manchester City pour les sanctions. Et là, on est quand même, si je ne m'abuse, le 25 novembre. Donc, en gros, il reste une semaine. Oui, bien sûr, Abu Dhabi essaye de le faire re-signer, c'est clair. C'est le dépositaire du projet, donc clairement. Mais j'ai l'impression que lui, il veut plus. Il veut entraîner une sélection nationale. Ah, on parle de l'Espagne, alors ça me ferait doucement rire, mais bon, bref, parce que De La Fuente n'a pas re-signé encore, alors qu'il vient de gagner l'Euro. Donc tout le monde se dit, ah, peut-être que la fédération est en train de temporiser pour voir s'ils peuvent avoir Guardiola. Guardiola serait pas insensible à ça, parce que de toute façon, il pense qu'il a tout fait en club et qu'il a plus grand-chose à prouver, ce qui est pas faux. Il va pas aller entraîner le Real, ça on en est à peu près sûr, donc bon bah voilà, hein, terminé quoi. Malheureusement, il aura jamais entraîné un grand club en Angleterre, jamais un grand club en Italie. Bon, bah écoute, voilà, il aura fait en tous les cas en Espagne et en Allemagne, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et il aura un palmarès avec un petit club en Angleterre, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Guardiola au PSG, j'y pense. Oh non, je pense que je pense pas. Qui s'y va foutre dans ce championnat? Sérieusement, franchement, il y a aucun intérêt. Aucun intérêt. N'importe quel entraîneur tout pété arrive à gagner le titre. Donc, pourquoi est-ce que Guardiola, un gars qui a un ego surdimensionné, va aller s'emmerder à aller gagner le titre au PSG? Il y a aucun intérêt. Être le coach qui leur fait gagner avec des champions. Ouais, il a galéré avec la Ligue des Champions déjà en dépensant 500 millions d'euros par an, en ayant tout le club à sa botte. Le mec, il a galéré pendant 7 ans avant de gagner une Ligue des Champions. Avec le Paris Saint-Germain, je pense que c'est pas... Enfin voilà, le gars, il dépensait 500 millions par an pendant 6 ans avant de gagner une Ligue des Champions. Non. Je pense pas que ce soit un bon plan, ni pour le Paris Saint-Germain, ni pour Guardiola. Il est trop vieux pour ça. Il la gagnera jamais, malheureusement, avec le PSG. Ils partent de trop loin, là. En plus, leur effectif est éclaté au sol. Enfin, bref. C'est compliqué. C'est très compliqué. Puis là, Luis Enrique, il est en train de les ruiner définitivement. Donc, je sais pas. Je suis pas convaincu, moi. Mais je comprends ton point de vue. Hein. Justement, pas un souci pour le Qatar de mettre les sous. Ça, oui. Ça, c'est clair. Bah, ça, et de se plier à ses exigences. Ouais, peut-être. Écoute, je sais pas. Mais je sais pas si c'est... Tu vois, je le verrais bien... je sais pas... Je peux pas te dire, tiens, prendre un club italien, un gros club italien, et le ramener au top. Ça, c'est un défi à sa mesure. Donc, gagner avec des champions avec, ou gagner le titre.
Un club du style, je sais pas, hein, la Roma, la Lazio, le Milan, un club qui est en galère en fait et qui a les moyens, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça pourrait être intéressant comme truc. Mais je pense que là, il est un petit peu au bout du rouleau, je pense. Alors peut-être qu'une année sabbatique, ça lui suffira et puis il reviendra, hein, mais je sais pas, on verra. On verra bien. Bon, en tous les cas, voilà, c'était mon avis sur Guardiola, sur Manchester City en général, Guardiola en particulier, et puis ce qui se passe en ce moment à Manchester City qui est assez impressionnant. Alors peut-être qu'ils sont fatigués, c'est possible, mais quand même. Là, ils sont vraiment touchés, et effectivement, la semaine prochaine, peut-être que ça peut être le dernier clou dans le cercueil de Manchester City pour cette saison, bien entendu, c'est-à-dire se faire plier une dernière fois par Liverpool pour sacrer en gros Liverpool champion d'Angleterre, hein, parce que probablement ça va être comme ça que ça va se terminer. Donc voilà. Donc je suis super pronostic encore, Drift, félicitations Mehdi, parce que je m'étais encore complètement planté, hein, parce que je considère que depuis le début de saison que Liverpool n'est pas impressionnant. Et donc bref, vous voyez, c'est 35 ans d'observation du football et puis je fais encore des conneries dans ce genre. Après c'est comme ça, hein, c'est des fois des ressentis qu'on a et qui se vérifient pas dans les résultats. Voilà, mais je continue. Le pire dans tout ça, et ça c'est très sincère, c'est que je continue à me dire que Liverpool est pas si fou que ça. Que c'est pas dingue le football qu'ils pratiquent encore, le match de ce week-end, ils sont menés, ils sont pas en maîtrise, c'est pas je les sens pas vraiment comme ils l'étaient par exemple en 2019 avec Jürgen Klopp, où là tu sentais vraiment une maîtrise, ils écrasaient l'adversaire, etc. C'est voilà, mais après voilà, on verra. Oui, tu dis Liverpool, le cas Salah peut tout faire capoter. Ouais, petite interview sympa de Salah qui disait a priori j'ai toujours pas reçu d'offre de prolongation, donc je suis plus out que in, d'après ce qu'il disait, parce que donc il y a quelqu'un qui lui demandait are you in for next year. Et effectivement, a priori, il est plus out que in. Mais après, ça me semble bizarre qu'il fasse l'étonner. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu d'un commun accord, c'est-à-dire il arrive à la fin d'un cycle, il gagne énormément d'argent, Liverpool commence un nouveau cycle avec Arne Slot, il va pas se baser sur quelqu'un qui a la trentaine très très sonnée, qui cannibalise un petit peu, pas tout, mais une grosse partie de la masse salariale, sachant que Liverpool n'est pas un club qui fait n'importe quoi en termes de masse salariale et de recrutement et tout. Donc voilà, donc je pense que c'est logique et moi ça me semble bizarre qu'il fasse l'étonner. Mais bon, bref. Je pense qu'il veut pas dire j'ai envie de partir. Je pense aussi que vis-à-vis des fans, c'est aussi une posture un petit peu compliquée. Van Dijk aussi, son contrat se termine en juin. Oui, mais Van Dijk, il a reçu une offre de prolongation. En revanche. Donc c'est ça qui est bizarre. Alors, est-ce que Arne Slot, la fibre néerlandaise, a parlé? C'est possible. Hein, mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? On va passer au Real. On va passer au Real. Pourquoi? Parce que hier, Kylian Mbappé, notre ami dépressif, malheureusement, a priori, il fait une petite dépression, ce qui peut arriver. Je me moque pas, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi dans le passé. Je pense qu'on traverse tous à un moment une période de moins bien. Ça peut nous arriver et c'est pas dramatique. Et en l'occurrence, notre Kylian Mbappé est un petit peu dépressif en ce moment et se replie sur lui-même entre les accusations de viol, les non-sélections avec l'équipe de France, enfin sa non-sélection personnelle le premier rassemblement et puis la sanction d'aider ce dernier rassemblement. Éviter l'alcool dans ces cas-là, je parle en connaissance de cause. Absolument, tu as tout à fait raison, oui, ça c'est clair. Il faut absolument éviter toutes les substances qui peuvent modifier ton humeur, en fait, quand tu es dans ces phases-là de dépression, et c'est pas grave, c'est pas un gros mot, être en dépression, ça arrive à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Le gros problème, c'est quand on l'affronte pas, mais oui, effectivement, faut éviter d'utiliser des substances qui modifient ton humeur, alors que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, ou peu importe quoi que ce soit, il faut pas. C'est pas comme ça qu'on s'en sort, au contraire, on s'enfonce. Donc voilà. Passons après ce point dépression.
mais qui est très important. Hein. Je prends ça avec rigolade, mais c'est très très important et c'est très important d'en parler et c'est pas un problème d'en parler et c'est cool. Enfin, je veux dire, on ressort très souvent beaucoup plus fort de ces moments-là que ce qu'on était avant d'y être entré. Donc voilà, hein, c'est juste pas qu'on croit que je blague avec ça parce que c'est pas du tout drôle. Mais en l'occurrence, la blessure de Rodrigo a fait beaucoup de bien à Mbappé. Alors bon, je suppose que Mbappé n'a pas embauché le marabout de Pogba enfin du frère de Pogba, pardon, pour marabouter Rodrigo. Mais la blessure de Rodrigo a non seulement fait du bien à Mbappé, mais elle a aussi fait du bien à Carlo Ancelotti. Les choix sont beaucoup plus simples pour Carlo Ancelotti parce que depuis le début de saison, il essaye de faire jouer les trois. Vu que c'est très compliqué de dire à Rodrigo, bah écoute, voilà, Mbappé est arrivé, il fait absolument rien, il sert à rien, il joue mal. Mais bah, vu qu'on l'a payé cher et que c'est Mbappé et puis qu'il a fait la une du Times Magazine, bah tu vas sur le banc, stop. C'est complexe. Donc là, la blessure malheureuse de Rodrigo, en fait, règle le problème. Il a remis son système de l'année dernière, hein, avec deux attaquants. Donc à l'époque, c'était Vinicius Rodrigo, et là, en l'occurrence, c'est Vinicius Mbappé, avec un Bellingham qui joue beaucoup plus haut, et avec des milieux de terrain derrière qui sont toujours pas brillants. Hein, le problème, il va pas se régler comme ça, mais en tous les cas, ils ont des tâches beaucoup plus simples pour eux, c'est-à-dire être le double pivot qui gratte, qui ratisse les ballons et qui alimente les trois de devant. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Et c'est très très bien. C'est beaucoup plus adapté aux qualités de Camavinga et de Valverde que de devoir amener le danger, porter la balle, essayer de créer des solutions, parce qu'ils sont pas du tout faits pour ça. Donc c'est un peu voilà, c'est plus simple en tous les cas pour le jeu du Real. Ça ne change pas que je pense qu'au très haut niveau, il va y avoir un problème quand ils vont rencontrer des très grosses équipes en Ligue des Champions ou quand ils vont rencontrer le Barça en championnat ou des choses comme ça. Je pense que ça va bloquer parce qu'il y a toujours ce problème d'animation au milieu du terrain qui rend en fait très très pauvre le Real dans l'animation. En fait, c'est un peu c'est basique quoi. C'est je joue à gauche, je joue à droite sur des gens qui vont plutôt vite, ou alors je joue dans l'axe avec Bellingham. Et si tu arrives à couper cette ligne de passe entre Bellingham et le milieu, bah en fait il se passe pas grand chose. Voilà, donc c'est assez compliqué pour le Real tout de même, mais contre des petites équipes, contre les Ganes en l'occurrence hier soir, bah en fait ça faisait longtemps que je les avais pas vus dominer la situation comme ça, se créer des occasions, marquer beaucoup de buts, etc. Mbappé a marqué, mais pas que, Bellingham a marqué, etc. Et Bellingham recommence à marquer, bah parce que depuis la blessure de Rodrigo, il a commencé à se recentrer un petit peu, comme l'année dernière, et donc il remarque. Donc voilà, donc ça simplifie la vie, et surtout, moi il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est que ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu Mbappé à droite. Ça m'a rappelé les très très bons souvenirs de 2018, de la Coupe du Monde 2018, lorsqu'il jouait en équipe de France à droite, ou même de Monaco lorsqu'il jouait en 4-4-2 avec Falcao et lui à droite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était terrifiant en fait. Mbappé à droite, limite, je le préfère que le Mbappé à gauche. Donc je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça va rester. Alors il a permuté dans le match, hein. Il est pas resté à droite tout le temps, mais la plus claire partie du temps c'était à droite parce qu'il prend l'espace de Rodrigo et bah finalement en fait c'est plutôt pas mal. Il est plutôt dans son jardin quand il est à droite. Il est plutôt plus efficace finalement que ce qu'il croit. Donc voilà, moi c'était plutôt une bonne surprise de regarder le Real hier soir et de voir cette animation. Maintenant, encore une fois, je pense que le milieu de terrain va poser problème. On va faire un petit tour dans les commentaires. Elle a fait du bien à Arda Güler aussi. Ancelotti s'est souvenu qu'il était dans son équipe, absolument, c'est vrai, c'est vrai qu'il a joué hier. Et là, en plus, Vini blessé pour longtemps. Ah ouais ? Ah ben alors, j'ai pas regardé le match jusqu'à la fin et j'ai pas regardé. Il s'est blessé hier ? Ah ouais. Ah oui, bah là, ouais, mais là c'est compliqué parce que ça veut dire que t'es obligé de remettre Mbappé dans l'axe et c'est chiant en fait parce qu'il est nul dans l'axe. donc finalement, ou alors tu le mets à gauche, mais ça change pas que à droite tu mets qui ? Tu mets Brahim Diaz peut-être. Ouais, ok, peut-être un duo Brahim Diaz Mbappé en attaque, ça pourrait être pas mal. Ouais. Salut Okotonujo, comment ça va ? Bienvenue. Toi, on ne te pose pas la question, l'Atalanta champion de Serie A, peut-être. On va en parler après de la Serie A, justement. Ils ont qui en neuf déjà ? Le Real, ils ont personne.
Ils ont que dalle. Bah, ils ont Mbappé, mais donc ils ont pas de neuf. Donc voilà. 3 semaines pour Vini, retour prévu le 18. Ah, ok. Eh ben écoute, moi il était particulièrement énervé hier. Enfin non, remarque, il est comme d'habitude, toujours comme ça. Ce que je disais, j'en parlais avec des amis tout à l'heure, c'est... Après, c'est un joueur qui a besoin de ça. Il y a des joueurs comme ça qui ont besoin du conflit pour être compétitifs, continuer à aller chercher plus loin, toujours gagner, etc. Très clairement, Vini, il est comme ça. Il a besoin d'être dans le conflit avec son défenseur, avec le public, avec le goal, avec le défenseur central, pour continuer à à avoir la rage. On en avait un comme ça aussi, et j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est Stoichkov, Hristo Stoichkov au Barça. Ce gars-là, il était en colère contre la terre entière. Ça l'a amené au Ballon d'Or. Alors, il y a eu ça, et son pied gauche absolument divin. D'ailleurs, je pense que c'est un des... Il fait partie de mon top 10 des meilleurs tireurs de coups francs que j'ai jamais vu. Bon, alors, en l'occurrence, dans l'équipe du Barça de Johan Cruyff, il y en avait deux. Il y avait Koeman et Stoichkov, mais alors les deux, quand ils tiraient des coups francs, c'était complètement différent, le style, mais absolument incroyable. On pourrait faire, on va dire, mon top 10, mon top numéro 1 des tireurs de coups francs ever created on Earth, probablement c'est Juninho, je pense. Je pense qu'il n'y a pas au-dessus. Numéro 2, je pense que c'est Michel Platini. Je pense que c'est complètement dans un autre style, mais Michel Platini, il les déposait où tu voulais, dans la lucarne. Enfin, c'était hallucinant, en bas, à gauche, à droite, ce que tu voulais, c'était voilà. Troisième meilleur tireur de coups francs, je pense que c'est Mihajlovic. Je pense que Mihajlovic, vraiment, c'était impressionnant. Quatrième, probablement Alessandro Del Piero. Non, Pirlo, c'est pas ouf sur coup franc. Regardez les stats de Pirlo. Pirlo, il est joli comme ça. Alors, il a marqué un coup franc, par exemple, avec le Milan, parce qu'il a oublié qu'il avait joué au Milan à un moment donné, Andrea Pirlo, et que c'était le pic de sa carrière. Il a cru qu'il avait joué en blanc et noir toute sa vie. Mais en l'occurrence, Pirlo, il a marqué un coup franc de 45 mètres avec le Milan, qui était un très très beau coup franc, mais il en a peu marqué en fait. Beckham, effectivement, je suis d'accord avec toi. Beckham dans le top 10 des meilleurs tireurs de coups francs, franchement. Mais voilà, il n'y a pas, tu vois, Zidane, pas du tout, CR7, pas du tout, Pirlo, pas du tout. Vraiment, c'est-à-dire les meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire, quoi. Messi, en fait, le problème, c'est qu'il ne sait pas tirer tous les coups francs. T'es à 35 mètres. Effectivement, c'est chaud pour toi. Très souvent, c'est très très chaud pour toi. Ronaldinho, pas super tireur de coups francs. Non, c'est pas extraordinaire. Au Real, quel super tireur de coups francs ils ont eu. Comme ça, là, j'en ai pas dans la tête. Bon, à part Beckham. Ok, Beckham. Ah bah, Roberto Carlos, extraordinaire tireur de coups francs. Moi, je parle de... En fait, il y a le côté spectaculaire du tireur de coups francs. Pirlo, CR7, Messi, Ronaldinho, etc. Et il y a les super tireurs de coups francs parce qu'en fait, ils ont un taux de réussite ultra élevé, quoi. Et en l'occurrence, effectivement, Roberto Carlos, non seulement, lui, il tirait des coups francs de l'espace, mais en plus, il avait un taux de réussite complètement dingue. Donc, non, il était très très fort sur coup franc. Le Gallois Ryan Giggs, je crois pas. Puis pas terrible, le Gallois. Non. Après, de ma vie, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Le trio de tête, ça doit être numéro 1, Juninho, numéro 2, Platini, numéro 3, Mihajlovic, je pense. Le Gallois, ah oui, Gareth Bale. Ouais, très bon tireur de coups francs aussi, mais peut-être pas au point d'être dans le top 10 des meilleurs tireurs de coups francs du monde. Je pense pas. Je suis pas sûr. Ouais. Ok, bon voilà, je sais pas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, mais en l'occurrence, voilà. Mais toi, au JCRM, vraiment, tu penses que Zidane et CR7, ils font partie de cette caste-là, ou pas? Ou alors c'était juste comme ça, tu citais des noms. Le meilleur tireur, Juninho, 77, Mihajlovic, 61 et Platini, 60, tu vois. Franchement, j'ai pas regardé les stats, J'ai pas regardé les stats du tout. Et pourtant, tu vois, alors je les avais pas dans l'ordre. Mais quand je dis meilleur, c'est aussi le ratio parce que Messi et CR7, ils sont dans le top 10.
mais regarde le ratio de tir par rapport au but, en fait. Eux, là, les Juni, Sinisa, Mihailovic et Platini, c'est incroyable. C'est incroyable. Le ratio, il est fou, en fait. Pour des coups francs, hein. Attention, hein, c'est pas un penalty, un coup franc. Hein. T'as un mur, t'es à 30 mètres, t'es à 20 mètres, t'es à 10 mètres, t'es à gauche, t'es à droite, t'es dans l'axe, t'es ceci, t'es cela. C'est pas pareil, tu vois. Quand Mihailovic, il a mis un triplé de coups francs avec la Lazio, triplé de coups francs, il y en avait un à gauche, un à droite, un dans l'axe, un de 35 mètres, un de 30, un de 20, 29, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et dans le top 10, tu as le gardien Cerny, avec 59. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi il joue, lui? C'est un Sud-Américain ou c'est un Turc? De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Donc, Chilavert était fort, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Bref. Et surtout, les coups francs de Juni, de Platini et de Mihailovic étaient splendides. C'est pas des cacahuètes de fou, franchement. C'est un Brésilien, tu le connais pas, il a marqué beaucoup de pénaux aussi. Ah ouais, non, je connais pas Cerny. C'est un gars qui, dans sa tête, il était numéro 9, mais comme le goal du Mexique, Campos. Mais bon, il était trop nul, donc il jouait au cash, quoi. donc, voilà. Mais lui, il s'en foutait, quoi, il marquait des buts. Voilà, en tous les cas, Mbappé à droite, très sympa à voir. Moi, ça m'a fait plaisir. Juni, quand on jouait contre Lyon, dès qu'il y avait un coup franc, j'étais en PLS. Mais grave, bien sûr. Le Real, ils ont pas pris ultra cher sur les coups francs de Juninho. Tout le monde a pris ultra cher. Hein. C'est simple. Hein. Dès que t'as croisé. Mais le pire, je pense que c'est Nice. Nice ou Bastia. Le plus long, je crois que c'est Bastia. Un truc dans le genre. Il met 45 mètres, lucarne, la balle, elle change 12 fois de... Ajaccio, oui, voilà. Pas Bastia, t'as raison. Ajaccio, la balle, elle change 12 fois de trajectoire. Avant d'arriver dans la lucarne, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il met dans sa balle? Les coups francs contre le Real, il en a mis, c'était l'espace. À chaque fois qu'il les croisait, de toute façon, c'était simple, il y avait coup franc. Dès que tu faisais faute en Ligue des Champions contre Lyon, dès que tu faisais faute dans les 30 mètres, tu voyais les défenseurs, ils avaient envie de se suicider. Ils savaient que c'était un penalty, le truc. C'est hallucinant. Ouais, franchement, impressionnant. Juni, il a même réussi à en mettre un énorme contre le Bayern de Cannes. Oui, absolument. Effectivement, il l'a violé. C'était horrible. ouais, non, mais franchement, Juni, tu peux pas tester. Dans le jeu, c'était pas un génie. Mais alors, dès qu'il y a un coup de pied arrêté, oh là 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 là, mon Dieu, comment t'étais pas bien. Bon, bref. Donc ouais, Mbappé, on va voir ce que ça donne à droite, mais en tous les cas, Ancelotti, je pense qu'il respire. Avec les blessures de Rodrigo, c'est bizarre à dire, mais il respire, il a du monde sur le banc, ça va aussi donner du temps de jeu probablement à Brahim Diaz, à Arda Güler, donc c'est, en fait, si tu veux, ça rebat un peu les cartes, et là, c'était sympa parce qu'il n'y avait pas Aurélien Tchouaméni sur le terrain, et ça, c'est plutôt bien aussi, donc je sais pas s'il est blessé ou quoi, mais en tous les cas, quand il est pas là, c'est bien aussi. C'est pour le Real, hein, si t'es supporter du Real, hein, parce que bon, si t'es pas supporter du Real, t'es plutôt déçu qu'il soit pas là, mais voilà. Oui, mais là, sans Vini, sans Rodrigo, dur pour Ancelotti. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais on n'est pas au mois de février, au mois de mars. C'est au mois de février, au mois de mars qu'il faut être prêt. Là, ok, le Real n'est pas qualifié encore. Enfin, ils ne sont pas non plus éliminés. Ils vont réussir à prendre les points pour être dans les 24. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils vont devoir jouer les matchs de barrage, alors que probablement, c'est pas ce qui était prévu, mais ils vont les prendre, les 8 points en 4 matchs, là, 2 points par match en moyenne, ils vont les prendre et ils vont être qualifiés. C'est sûr. Alors, ils vont pas être qualifiés dans les 8. Oui, ils vont devoir jouer au mois de février. Bon, c'est là où ils se réveillent, donc c'est pas très grave, quoi. Donc, on verra bien. Et Brest, surtout. Ah ouais, c'est vrai que... Ok, bon, Liverpool, ils peuvent s'en sortir, mais c'est vrai que Brest, là, en revanche, ils sont dans la merde. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est le dernier match, en plus. Je crois que c'est le dernier match, hein, le Brest-Lille. Le Brest-Real, pardon. On verra bien. On va passer tranquillou, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur le Real. Mais en tous les cas, bah, le Barça a pas fait une super prestation, on va dire, hein, ce week-end. Il menait 2-0, hop là, paf, 2-2, donc c'était pas fantastique. Ils ont des trous comme ça, de temps en temps. De temps en temps, c'est la meilleure équipe d'Europe, du monde en ce moment. Et puis, de temps en temps, ils ont des trous. Bon, ça arrive. C'est une équipe jeune aussi, donc c'est un peu normal. Hein, faut pas, voilà. Et puis, c'est une équipe aussi qui prend des risques.
Donc voilà, et puis en phase 2, ils avaient une bonne équipe, hein. Moi j'ai regardé un petit peu le match, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé un petit peu le match et honnêtement c'était pas équilibré, mais ils étaient pas du tout ridicules. On le voyait, qu'ils soient menés 2-0 ou pas, tu sentais que l'équipe pouvait faire quelque chose, quoi. Donc voilà, donc franchement c'est faisable. Les médias qui parlent de flics en étant sur la sellette après quelques mauvais résultats, les médias catalans, non mais eux tout ce qu'ils veulent c'est vendre des papiers, tu vois. Il y a un moment donné en fait ça les emmerde quand le Barça est trop nul, mais ça les emmerde aussi quand le Barça est trop bon, parce qu'en fait il faut avoir des trucs à dire, parce que sinon c'est relou, tu vends rien. Enfin la presse espagnole, et catalane en particulier, mais pas que, hein, madrilène, ce que tu veux, tous les cas footballistiques espagnols, c'est pas un seul quotidien sportif, l'équipe dans tout le pays, hein. T'en as 4 pour un club, ou 5 pour un club. Donc il faut avoir des trucs à raconter. Et souvent, malheureusement, c'est quand ton club va pas bien que tu as des trucs à raconter. donc voilà, donc c'est quelque part ils se nourrissent un peu de ça aussi. Donc bon, la presse, de toute façon la presse catalane en particulier, mais après la presse madrilène aussi, mais ça dépend de quel journal. Mais en l'occurrence, et pareil en Catalogne d'ailleurs. Ça dépend de quel journal, mais il y a énormément de journaux. Ça sert même à rien de les suivre en fait. C'est n'importe quoi. C'est juste les gars, ils se lèvent le matin, ils écrivent un truc. C'est pas basé sur la réalité. C'est de la réalité alternative en fait. Donc c'est voilà, il n'y a pas de oui, il y a le Chiringuito effectivement exclusiva. Mais ouais. Pareil à Rome par exemple. Enfin, il faut pas lire les journaux romains. Il n'y a aucun intérêt. Il y a 5 radios autour de la Roma. Il y a 6 journaux qui parlent juste de la Roma. Mais que de la Roma. Rien d'autre que de la Roma. Pareil pour la Lazio. Enfin, t'es obligé, ils racontent des conneries. C'est obligatoire. Parce que, en fait, sinon, il n'y a aucun intérêt de les lire. C'est 5 radios. 5 radios uniquement sur la Roma. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'engouement qu'il y a dans le championnat d'Italie pour le football, mais c'est complètement débile. C'est vraiment complètement fou. Le championnat d'Espagne aussi, mais c'est quand même une moindre mesure. Le championnat d'Italie, c'est fou, quoi. Je te dis, la seule chose qui peut matcher, c'est le championnat argentin, je pense. C'est tout. Ou peut-être des championnats sud-américains, et encore, je veux dire d'autres, à part l'Argentine. Je sais que l'Argentine est en Amérique du Sud, promis, j'aurai. Donc voilà. Avant de parler du Milan AC Juve nul de chez nul, on peut parler de Villas-Boas et de Porto. Ils ont été incroyables hier d'aller les voir escortés par 5 gardes du corps quand même. Après le match, ils étaient furieux les supporters. Ouais, effectivement, 2 résultats pas terribles à Porto et enfin même pas bons du tout. Et ça s'enflamme, hein. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont les gars du FC Porto, mais pourtant le FC Porto, j'avais pas l'impression que c'était, enfin c'est un club chaud avec une énorme fanbase, etc. Et c'est pas le problème, hein. Je connais la passion portugaise pour le football, mais je pensais pas. Bon, il y a eu cet épisode avec le Sporting il y a quelques années où les supporters ont attaqué le centre d'entraînement et le siège du club, ils ont tapé les joueurs, etc. Bon. Là, c'était allé très très loin. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Rafael Leao, par exemple, est parti de façon unilatérale du Sporting, et c'est pour ça que encore maintenant, il doit 20 millions d'euros au Sporting. donc voilà, que Milan paye en partie avec Lille. En gros, hein, ils ont fait un Lille-Leao Milan pour payer l'addition. Donc voilà, mais oui, là, c'est quand même surprenant. Je suis d'accord avec toi. Ils doivent interviewer les gars qui fait les hot dogs à Rome, je suis sûr. Probablement. Oui, ça doit être eux, leurs envoyés spéciaux. Il n'y a pas de doute. Cotonio qui dit « Je vais voir Rome-Atalanta le 2 décembre. » Ouh, trop bien. C'est super, ça. Trop de la balle. Eh ben, dommage pour la Roma, mais bon. C'est quand même sympa. Hier, le Napoli-Roma, c'était pas foufou. C'était sympa. Enfin, c'était sympa. C'était pas mal, mais c'était pas foufou. Mais passons au Milan Juve. Mais surtout au Milan, parce qu'en fait, je voulais vraiment parler du Milan, parce que si on analyse le classement, hein, on peut se dire... Il y a 2 façons de le lire. Milan a 3 points de retard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont un match en retard contre Bologne à jouer, mais Bologne, hein, qui est à égalité de points quasi avec Milan, hein, qui est 8e à 18 points, alors que le Milan est 7e à 19. Donc tu te dis, bon... Milan potentiellement à 22 points.
Et quand tu regardes la tête de Serie A, ils ont 29, tu te dis, bon, potentiellement, ils sont à 7 points. C'est pas très grave. Mais ils sont à 7 points, même à 22 points, ils sont quand même 7e du championnat. Ils sont à 7 points donc de la tête, mais ils sont à 6 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions. Vu que ce championnat est complètement dingue, et qu'il y a 5 équipes qui sont à plus de 2 points par match, donc Naples, l'Atalanta, l'Inter, la Fiorentina et la Lazio, donc toutes ces équipes-là sont à 28 points cette saison, là en 13 matchs, ce qui est complètement dingo, en l'occurrence, c'est un gros problème, parce qu'en fait, tu es à 6 points de la 4e place, sachant que le 5e est aussi à 6 points de toi, ce qui fait qu'en gros, il faut que tu roules sur 3 équipes, voire 3 équipes, qui tournent comme des avions pour réussir à attraper la place qualificative en Ligue des Champions. Ce qui est quasi impossible. Tu peux en griller une, et encore 7 points de retard sur une équipe, c'est déjà chaud à remonter, parce que toi aussi tu vas avoir des trous, toi aussi tu vas perdre des points, Milan nous l'a montré, toi aussi tu vas faire des matchs nuls, etc. Et en l'occurrence, là c'est 3 que tu dois taper, dont 2 qui sont stratosphériques. Donc, c'est simple, la Ligue des Champions, j'espère que Milan va vraiment en profiter cette année, parce que malheureusement, ils vont pas l'avoir la saison prochaine. Là, je sais, vous allez dire c'est un petit peu tôt, c'est la 13e journée. Nous sommes le 25 novembre, c'est la 13e journée, il est 20h47. J'annonce, le Milan ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. La dernière chance du Milan pour aller en Ligue des Champions, c'était ce match contre la Juve. C'était prendre 3 points, être potentiellement à 25 points et donc que potentiellement avec les points de Bologne et que à 3 points de la 4e place. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont encore perdu des points. Et ça va être ultra difficile parce que les autres jouent très bien. Il y a beaucoup d'équipes devant qui n'ont pas du tout le calendrier du Milan, c'est-à-dire la Supercoupe d'Italie en Arabie Saoudite, les 10 matchs de Ligue des Champions, parce que probablement Milan va avoir du mal à se qualifier dans les 8. Ils ont franchement une chance, parce que là, ils rencontrent 4 équipes, c'est trompette, pompette, poupette, donc probablement, ils peuvent prendre les 12 points. S'ils prennent les 12 points, ils seront dans les 8, mais il faut qu'ils prennent les 12 points. Et on a vu que ce Milan pouvait être brillant contre le Real, contre l'Inter, et il pouvait être catastrophique, comme on l'a vu contre la Fiorentina, par exemple, ou comme on l'a vu contre Cagliari. Donc c'est un Milan à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais qui est beaucoup plus Mr. Hyde que Dr. Jekyll, et ce qui fait que c'est très très mal barré pour eux, et je pense qu'ils verront pas la Ligue des Champions. Après, ce qui est complètement ambivalent, c'est que Milan, cette saison, en Ligue des Champions, peut faire un truc costaud. Alors, il va pas la gagner, je pense pas. Quoique, on va savoir. Mais le truc, c'est que je sens qu'ils vont faire une bonne prestation en Ligue des Champions, mais en championnat, je pense qu'ils vont pas attraper la Ligue des Champions. Alors, on connaît mon talent légendaire depuis 32 générations, donc voilà, sur les pronostics. Donc, il est très probable que Milan se fasse sortir en barrage de Ligue des Champions, là, ou même se qualifie pas, non, je pense pas, se fasse sortir en barrage de Ligue des Champions et attrape la Ligue des Champions, ce qui serait pas mal pour le projet, la pérennité du projet, la stabilité financière, etc., etc. Mais j'ai bien l'impression que c'est l'inverse qui va se passer. Donc on verra à la fin de la saison. Vous réfléchirez à l'avis de Mehdi de Buenasera Calcio à la fin de la saison, et puis vous vous direz il s'est encore planté comme d'habitude, ou alors tiens, pour une fois il avait raison. Donc voilà, il paraît que ça a été un four complet ce match. Quoi ça, le 6 décembre, je sais pas. En Italie, il faut parler de la FIO avec la renaissance de Adli et de Keane. Ouais, absolument. Adli élu homme du match hier. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Et c'est vrai que Keane, voilà quoi. Après, tu te dis, tu vois, j'étais en train de regarder Palladino. Palladino, on a vu ce qu'il avait fait à Monza. C'était vraiment un super coach et tout. Et Milan va te chercher. Le gars, il est à Monza. Il est littéralement à 40 minutes de Milan. Tu peux prendre ta voiture et aller lui parler, c'est pas interdit. T'es pas obligé d'aller taper un Portugais qui entraîne dans le nord de la France, parce qu'il faut parler de Fonseca à un moment donné. Je pense que ça y est, on a compris. Milan a 19 points au bout de 12 journées. C'est le 2e plus mauvais départ de l'histoire du club depuis l'ère à 3 points. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que il n'y a qu'une seule équipe qui a fait pire que Milan.
que le Milan de Fonseca depuis le début de l'histoire des matchs à 3 points. D'accord ? Et il est encore sur le banc, en fait. Donc je ne sais pas quoi dire. S'il n'y avait pas eu le Real et l'Inter, ça ferait bien longtemps qu'on aurait contre Sessao ou je sais trop qui sur le banc, et probablement qu'on jouerait encore la Ligue des Champions. Mais juste à cause de ces deux satanés matchs, je vais rester poli, satanés matchs contre le Real et contre l'Inter, qui à chaque fois lui ont sauvé les miches, en fait, on reste là et on est en train de perdre tout le crédit que Milan avait accumulé ces 5 dernières années, à être présent en permanence en Coupe d'Europe, etc., etc. Et là, probablement qu'on va pas y être. Donc voilà. Parce que les 3 points contre Bologne, je doute fortement qu'on les prenne. Donc, si on les prend pas, et ce match en retard aura lieu au mois de mai, je crois, il me semble, ou au mois de février, si jamais on se qualifie dans les 8 premiers. Donc pendant les dates de Ligue des Champions. Donc ce sera un Milan complètement différent qui jouera à ce moment-là, et je suis pas sûr que Bologne nous pose pas des problèmes et prenne pas les points en fait. Donc voilà. Mais bon, bref. La Fion, ils ont une superbe équipe, bien sûr, et ça joue bien. Et ben non, on n'a pas pris Palladino, on a pris Fonseca. Et si c'était pas Fonseca, on aurait pris Lopetegui. C'est-à-dire que les gars ont des idées, mais XXL. Je sais pas qui sont les managers du Milan, enfin si je les connais, mais c'est pas des managers. Moncada, Zlatan et Furlani, je lui en veux même pas, parce que Furlani, en fait, c'est un financier et il fait très très bien son boulot. Milan, et ça fait 2 années d'affilée qu'ils sont bénéficiaires. Ils ont leur revenu augmente d'année en année. On est à 480 millions d'euros cette année, avec 6 millions d'euros de bénéfices, qui n'est pas arrivé, encore une fois, moi. Une année, ne serait-ce qu'une année bénéficiaire, j'avais jamais vu ça en 35 ans. Donc 2 années d'affilée, alors là, je vais vous dire que je suis tranquille pendant l'éternité. Ça n'arrivera plus jamais. Donc, effectivement, Furlani fait bien son travail, c'est pas le problème. Lui, en plus, c'est un milaniste, etc. Pas de problème. Furlani, il fait bien son travail. Peut-être qu'il y a des choses à dire sur Furlani, mais c'est pas grossier comme Zlatan et Moncada. Moncada, c'est un super chef scout. Mais sa plus grosse erreur, c'est d'avoir accepté le poste de directeur sportif. Enfin, il se prend pour qui, en fait ? C'est pas un directeur sportif, Moncada, c'est un scout, pardon. Il va juste chercher des joueurs. Et Zlatan, il se prend pour un manager. Mais c'est qui, sérieusement ? Est-ce que vous avez l'impression que Zlatan, il a franchi le pas de manager dans sa vie, en fait? Mais non, c'est toujours le joueur qu'il est sur le terrain avec ses bonnes phrases, et encore ses bonnes phrases, ses blagues, ses vannes pourries, son ego surdimensionné, il est là quand il a envie, il est en vacances, il vient pas, il en a rien à foutre. Non, franchement, je suis désolé, mais c'est un fail absolu. Cardinal commence d'ailleurs à les menacer, en gros, il virerait les 3 si on n'accroche pas la Ligue des Champions, mais c'est trop tard, en fait, Cardinal. Là, faut virer maintenant Moncada, faut virer Fonseca. Moncada, tu peux le garder, mais comme chef scout, et tu mets un directeur sportif, un vrai, depuis Massara, il n'y en a plus, et tu prends un vrai manager, c'est-à-dire pas Zlatan, tu rappelles papa à la maison, comme... En fait, c'est évident, tu rappelles papa à la maison, tu rappelles Maldini et tu lui dis, s'il te plaît, reprends l'équipe en main. Et là, tu peux même aller chercher le titre, peut-être, en fin de saison. donc voilà. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé de déstructurer le club pour prendre des décisions au commun. Prendre des décisions au commun avec 2 bolos, ça marche pas, en fait. Ça te donne des décisions de bolos. Donc voilà. Donc je sais pas quoi dire, mais en tous les cas, malheureusement, ils sont en train de cramer le travail qu'avait fait le Milan ces 5 ou 6 dernières années, qui était très très bien. On revenait tranquillement au top, c'était très bien. Peut-être qu'on n'allait jamais redominer le football mondial, comme on l'a fait dans les années 80, 90 ou 2000, mais en tous les cas, on était sur la bonne voie. On était sur la bonne voie du retour. Et là, tout d'un coup, il y a un gros coup de frein parce que des choix complètement bizarres, quoi. Ils ont un très bon milieu de terrain, je suppose que tu parles de la Fio, effectivement. Entre De Zerbi et Palladino, et vous allez prendre Fonseca, ouais. Non mais ça, je suis d'accord avec toi, hein. J'ai envie de me suicider. Mais le choix idéal, c'était Motta, en fait. Je ne comprends pas pourquoi un club comme le Milan, qui colle absolument à la philosophie de Motta, qui lui offre des jeunes joueurs qui sont malléables, qui sont talentueux, un environnement positif, qui est propice à l'innovation, etc.
tu te dis pas, mais en fait, ce gars-là, ça doit être ma priorité numéro 1. Et normalement, tu dois griller la Juve là-dessus. Je suis désolé, tu dois passer devant la Juventus. Et c'est pas ce qui s'est passé, bien sûr. Et on s'est retrouvé avec Lopetegui ou Fonseca. Et t'as envie de t'ouvrir les veines. Parce que moi, la hype De Zerbi, bon, c'est cool parce que c'est un Milaniste. Et ça fait plaisir d'avoir un Milaniste passionné qui revient au club. C'est cool. Il a joué à Milan, il a été formé à Milan, etc. Bon, super. Mais à part ça, c'est quand même très en dents de scie De Zerbi. C'est tout. Où tu passes le meilleur match de ta vie, un peu à la Bielsa, quoi, ou alors rien, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est quoi ces choix, et pourquoi on prend 5-0, en fait ? Donc c'est... et ça, enfin, bon, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, JC, mais clairement, effectivement, de temps en temps, tu sais pas ce qui se passe avec De Zerbi. Donc voilà. Oui, Lopetegui, j'avais oublié. Ouais, Lopetegui. Oulala. Bah d'ailleurs, Lopetegui, tout le monde se l'a arraché. Milan l'a pas pris, là. Il est où ? Ah bah il est nulle part. Eh bah ouais. Parce que c'est une pompe à vélo. Bref. Et fais attention, il va bientôt se faire licencier de West Ham, Lopetegui. Ah oui, c'est vrai qu'il est à West Ham, pardon. Tu es pas à l'abri de revoir la rumeur Lopetegui au Milan AC pour remplacer Fonseca. Absolument. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Toi, tu vois dans le futur. Tu fais les passes dans le futur. Bravo au JC. Au Cotonou, il faut juste qu'il écrive un livre de punchline Zlatan. Ouais, c'est vrai. Et encore. Franchement, il est pas terrible en punchline. Mais bon, voilà, ça fait rire un peu. Ibra au Milan, ça me fait penser quand le PSG avait pris Kluivert pour être directeur sportif. Quand même. Au moins, il y a un petit lien. Alors, je respecte ce que tu dis et t'as raison. Zlatan est une marionnette. Enfin, il sert à rien. Mais, quand même si j'aime pas Zlatan en tant que directeur, après je l'aime bien comme joueur, mais j'ai jamais trouvé que ça. Enfin, pour moi, c'est pas une légende du Milan. Il a rien à foutre. Il a rien à foutre dans les légendes du Milan. C'est très bien ce qu'il a fait. Et en fait, c'est ce qu'il a fait surtout, c'est quand il est revenu et qu'on a gagné le titre, parce que oui, clairement, il a structuré le vestiaire, il a aidé à donner confiance aux jeunes, il leur a appris à devenir des pros et tout. Donc très très bien ce qu'il a fait. Mais c'est pas une légende du club. Pas du tout. Enfin, je veux dire, il a gagné 2 championnats avec nous. Next, quoi. Le gars a joué à l'Inter, à la Juve, à toutes les équipes possibles et imaginables avant d'arriver au Milan par dépit. Non, c'est pas du tout une légende du club. Mais au moins, il y a un petit lien avec le club que Kluivert n'avait pas avec le Paris Saint-Germain. Et il a du charisme que Kluivert n'a absolument pas. Donc voilà, il y a plein de trucs quand même qui... D'ailleurs, c'est qui l'appelait Pénélope Kluivert ? Ah, c'était Jonathan Maccardy. À l'afterfoot. Il appelait Pénélope Kluivert en référence à Pénélope Fillon. Donc voilà, l'emploi fictif du PSG. Bref, non, je dis ça dans le sens que ces 2 joueurs n'ont rien d'un directeur sportif, absolument. Au moins, oui, Ibra a joué au Milan, oui, c'est clair. Ouais, non, mais t'as raison, Kluivert n'a rien d'un directeur sportif, Ibra non plus. C'est un amuseur de galerie. Tu peux le prendre comme ambassadeur de ton club. Je pense que, tu vois, au niveau marketing et tout, c'est plutôt pas mal de l'avoir. Mais c'est tout, quoi. Ouais, je vois pas sa plus-value pour l'instant. Alors, est-ce qu'il va me faire fermer sa gueule ? Mais je rêve que Ibra me fasse fermer ma gueule. Franchement, je serais mais extatique. J'en ai rien à foutre, moi, de pas avoir raison. Ça me touche pas, en fait. En revanche, je donne mon avis. donc voilà. Et c'est ça, en fait, le truc. En l'occurrence, je donne mon avis sur Ibra. Donc voilà, mais oui, effectivement, je pense que le Milan a dit adieu à la Ligue des Champions et ça va être très compliqué. Donc voilà. Ibra, il aurait dû faire comme si c'est à Auxerre, plutôt être coach des attaquants. Ouais, carrément. Pourquoi pas ? Ouais, tout à fait. Ou, je sais pas, grand frère, tu vois, mais pas manager général, tu vois. En fait, juste être un gars dans l'accompagnement, tu vois, ok. Mais tu vois, Zanetti, par exemple, à Inter, c'est beaucoup mieux. En fait, il ferme sa gueule, tu le vois pas, tu l'entends jamais, mais il est dans le vestiaire, c'est la caution un peu historique du club, ce que n'est pas Ibra avec Milan, ce qu'était Paolo Maldini en revanche. Donc voilà, par exemple, hein, mais il n'y a pas que Maldini, hein, ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, je sais pas, un Costa Curta, Albertini, Boban. Le problème de Boban et Maldini, c'est qu'ils ont un caractère de ouf et que quand ils arrivent quelque part, ils prennent l'espace en fait et que eux, ils ont qu'un seul objectif, c'est que Milan revienne au top. Contrairement à tous les objectifs annexes que peuvent avoir les investisseurs. Et je veux pas leur en vouloir parce que c'est leur argent en fait. Ils sont pas là pour perdre de l'argent, ils sont là pour en gagner. C'est pour ça qu'ils ont investi. C'est pas et je comprends. Hein, si ce serait mon argent, si c'était mon argent, pardon, je vais essayer de parler français. Si c'était mon argent, je ferais probablement pareil.
Le but du jeu, c'est d'essayer de gagner tout en gagnant de l'argent. Et ça prend beaucoup plus de temps que de gagner à la Berlusconi, c'est-à-dire on s'en fout, on verra bien, tu vois. Donc voilà. Donc c'est un peu ça le truc. C'est deux philosophies qui s'opposent. Milan, à chaque fois qu'ils veulent faire, Maldini, à chaque fois qu'il veut faire un recrutement, il veut le top en fait pour Milan. Mais financièrement, est-ce que Milan est capable de l'assumer? Ça, Maldini, il a du mal à le faire. Et comme il a un énorme caractère, en gros, il te dit c'est ça où je me barre. Bah, tu te barres en fait. Moi, je suis vraiment triste que lui ait pas réussi à évoluer dans l'autre sens et que en même temps Redbird ait pas réussi aussi à lui donner plus de garanties sur le projet, sur la pérennité, de la vision à moyen terme au moins, de lui dire on peut pas gagner maintenant parce qu'on n'a pas les moyens, mais en revanche, t'inquiète, c'est vraiment notre objectif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Maldini est s'est fait licencier, mais donc ça voulait dire que le désaccord était profond et que Maldini s'était probablement rendu compte que Milan regagnera jamais. Enfin, en tous les cas, pas comme il l'a gagné avant, quoi. Donc voilà. En parlant des anciens joueurs, Del Piero, président de la fédération italienne, toi et Occo Tonuccio, ça vous ferait quoi? Non, mais Del Piero, c'est un mec bien. Voilà. J'ai pas de problème avec Del Piero. Il y a des gens qui sont cool à la Juve. En fait, moi, c'est l'institution avec laquelle j'ai un vrai problème. Il y a beaucoup de joueurs. Les joueurs, c'est très rare, hein, les joueurs de la Juve qui sont des têtes qui sont des mauvais joueurs. C'est assez rare. Il y en a eu, et il y en a encore d'ailleurs. Probablement que Vlahovic en fait partie dans mon esprit, mais ou je sais pas. Qui c'est que j'aime pas encore? J'aime pas trop McKinney, j'aime pas son état d'esprit, j'aime pas Vlahovic, il y a des joueurs comme ça, mais il y a des joueurs que j'aime bien, là, je déteste Locatelli par exemple. Mais non, Del Piero, très clairement, c'est un grand monsieur du football, il n'y a rien à dire. Chiellini, par exemple, c'est un grand monsieur du football, et pourtant, Bonucci est une raclure, fini. Tu vois, voilà quoi. Barzagli, Chiellini, très beau joueur, très bon joueur, des gens bien, des bons mecs. Bonucci, raclure. Voilà, tu vois le truc. Donc Del Piero, il fait pas partie des raclures. Del Piero, c'est un mec bien. Nedved, beaucoup plus de doutes. Son passé de dirigeant de la Juve, c'est pas terrible. Hein, le monsieur, il a fait des trucs bizarres quand même. donc voilà, bon, c'est un peu voilà. Il y a des gens bien à la Juve. Voilà. J'aime pas l'institution. L'institution me dérange parce que fino à la fine, ils l'ont trop pris au sérieux. Donc voilà. Ça me dérange pas du tout, c'est légende du foot italien. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Occo Tonuccio. Moi, tu vois, je sais pas. Non, très clairement, moi, j'ai pas de souci avec ça. Au contraire, Del Piero, c'est un mec bien. Costa Curta était président de la fédération italienne. Ça a dérangé personne parce que tout le monde connaissait Costa Curta. Même si tu pouvais l'associer au Milan de Berlusconi, mais pas du tout. Costa Curta, lui, il parle football, quoi. C'est tout. D'ailleurs, c'était pas Costa Curta, c'était Albertini, excusez-moi. Demetrio. Albertini, c'est la classe. C'est la classe même encore maintenant. Quand tu le vois arriver sur un plateau, tu fais OK, pardon, excusez-moi. Toujours son petit sourire de 20 ans, sa coupe de cheveux avec les cheveux un peu ondulés et tout. Bref, c'est Albertini, quoi. Et comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Écoutez, on va terminer. On va terminer sur une note un peu particulière, mais bon, il faut que ça arrive hein, de temps en temps. J'ai passé presque 2 ans avec vous dans Buonasera Calcio. Ça a été un plaisir immense de discuter tous les lundis soirs ou presque avec vous de football, de ma passion, etc. J'ai vraiment toujours une joie et aussi une affection particulière pour tous les gens qui m'ont écouté, qui viennent sur Buonasera Calcio discuter, etc. Mais la vie étant faite ainsi que des fois on a plus le temps, d'autres on a moins le temps, j'ai décidé que j'allais arrêter Buonasera Calcio. Alors peut-être à durée indéterminé, définitif quoi, ou peut-être pas, peut-être qu'un jour j'aurai envie de reprendre et que peut-être il y aura des gens à ce moment-là qui auront à nouveau envie de discuter football avec moi. Néanmoins ma vie, mon rythme de vie à l'heure actuelle fait en sorte que c'est compliqué de m'investir et de passer une heure, ne serait-ce qu'une heure par semaine avec vous le lundi dans Buonasera Calcio. Donc je continue en revanche un peu ma petite vie dans les podcasts parce que j'aime beaucoup parler football hein.
je suis sur Cœur Rossonero et je vais continuer parce que ça me demande un peu moins d'investissement en ce sens que je suis pas le dépositaire du podcast et que je suis qu'un intervenant, donc c'est un peu, on va dire, ça me prend moins d'énergie intellectuelle à préparer les émissions, quel match je vais regarder, etc. Parce que le match du Milan, je vais le regarder quoi qu'il arrive. donc voilà. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu tout ça. Je pense qu'il y a d'autres gens que vous allez trouver le lundi soir pour écouter et puis peut-être pour courir le matin dans le podcast avec votre podcast ou dans la voiture ou des choses comme ça. En tous les cas, sachez que vraiment tous les gens qui ont participé à Buenos Aires Calcio, tous les gens qui ont discuté avec moi, tous les gens qui m'ont fait des retours sur mes podcasts, mes émissions, etc. Vous êtes des personnes incroyables et ça a été absolument un délice de discuter avec vous et de partager cette passion qui nous lie tous au football. Donc voilà, c'est peut-être qu'un au revoir, c'est peut-être un adieu. En attendant, si vraiment vous avez envie d'entendre mes bêtises sur le football, vous pouvez toujours écouter Cœur Rossonero. J'étais encore dans l'émission, la dernière émission sur Milan Juve et sur Suso, parce que c'était l'anniversaire de Suso. En l'occurrence, donc c'était plutôt sympa comme émission. Donc ça, vous pourrez toujours écouter. Bon, après, même si vous n'êtes pas supporter du Milan, généralement, j'essaye toujours de sortir une connerie ou deux qui fait rigoler les gens. Donc voilà. Et puis bah sinon, on se retrouvera probablement quelque part sur la planète podcast ou ailleurs dans la vraie vie. Et voilà. Merci encore pour votre accompagnement. Et j'espère que cette aventure de Buenos Aires Calcio vous a plu. Moi, en tous les cas, elle m'a absolument enjoué, enchanté, et j'ai adoré ce moment avec vous. Sur ce, bah, ce sera le dernier Ciao Ragazzi de la vie de Buenos Aires Calcio. Et puis je vous souhaite vraiment à tous le meilleur dans votre vie, le meilleur pour votre club, le meilleur pour votre joueur, pour votre sélection, le meilleur pour votre famille et le meilleur pour vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir.